À travers le monde, 36 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. Scientifiquement, ça ne peut pas arriver. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Wow, quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit y avoir une explication logique. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Dans cet épisode, les camions représentent-ils un danger pour les quartiers de Kansas City? On dirait une boule de feu qui roule dans la rue. Dans un village perdu, Mon Dieu, un bébé des plus surprenants est vénéré comme un dieu. serait-ce un étrange mutant, fruit du croisement entre un humain et une chèvre? Et deux amis font une rencontre diabolique sur une route déserte. Elle se met à courir vers eux. Recule! On se dit que ça ne peut pas être pire, mais si. Démarre! Des phénomènes étranges, Oh mon Dieu! Oh, des mystères ont été filmés. Que cachent ces étranges vidéos? Les montagnes d'Irbid, au nord de la Jordanie. Décembre 2014. Deux jeunes hommes roulent sur une route de campagne sombre et déserte quand le moteur de leur voiture s'arrête mystérieusement. Vite! Démarre! 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 Une étrange silhouette sort de l'obscurité. Elle est entièrement vêtue de blanc, elle se tient voûtée, elle est ébouriffée. C'est effrayant. Au nom de Dieu, le miséricordieux. Elle marche avec un bâton, comme une canne. Je n'ai jamais rien vu d'aussi flippant. Elle se met à courir vers eux. Recule! 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 Le pauvre conducteur, je ne sais pas s'il a déjà eu aussi peur dans sa vie. Il est paniqué. Elle arrive! Elle arrive! Elle arrive! Elle arrive! Plus il recule, plus elle avance vers eux. Il recule, elle avance. On dirait qu'elle les poursuit. On se dit que ça ne peut pas être pire, mais si. Recule! Plus vite! Allez! Je n'ai jamais entendu des cris pareils. Allez! C'est horrible. Ce pauvre garçon est terrifié. Il est totalement paniqué. Recule! Recule! Elle arrive! Elle arrive! Elle arrive! Qui est-elle? Et que veut-elle? Les habitants de la région pensent que la vidéo a capturé quelque chose de surnaturel. Dans cette région et dans le monde entier d'ailleurs, on croit à un pouvoir surnaturel, voire préternaturel. Pour beaucoup, cette étrange silhouette blanche est un djinn. Le mot djinn est de la même famille que le mot génie, comme nous les connaissons à travers des contes tels qu'Aladin ou les Mille et une nuits. Mais les djinns ne sont pas les serviteurs qui vivent dans des lampes et exaucent des vœux comme on le voit dans les films hollywoodiens. Ils sont connus pour changer de forme et avoir des pouvoirs surnaturels. En gros, ce sont des démons. En Corée aussi, on croit à l'existence des djinns. Certains musulmans n'en parlent même pas. Ils ne prononcent même pas le mot djinn, car ils pensent que les djinns tirent leur énergie de l'attention humaine. Au Moyen-Orient, si vous voyez quelque chose comme ça sur le bord de la route, vous allez forcément croire que c'est un djinn. Recule! Vite!
En Jordanie, comme dans beaucoup de pays du monde, certains disent pratiquer la magie noire. Serait-ce une sorcière des temps modernes qui a été dérangée en plein rituel secret? Fais gaffe! Dépêche-toi! Vas-y! Au Moyen-Orient, la peur de ceux qui pratiquent la magie noire est telle qu'en 2019, l'Arabie Saoudite a créé sa propre unité anti-sorcellerie pour combattre ce problème. La police religieuse prétend arrêter des sorcières, souvent après avoir été renseignée par des citoyens. En 2011, une Saoudienne a été décapitée pour avoir pratiqué la sorcellerie. En général, les personnes accusées d'être des sorcières ne le sont pas. Elles ont souvent été piégées par des voisins mécontents ou été victimes d'opérations d'infiltration. Mais les autorités signalent des cas avérés de personnes prétendant pratiquer la magie noire. Lors d'un raid, la police s'est retrouvée face à une sorcière nue. La sorcière se serait échappée par la fenêtre. Selon la police, elle s'est envolée comme un oiseau. Il est possible que la femme ait été en état de transe et qu'elle ait eu l'impression de pouvoir voler. Les anthropologues ont découvert que partout dans le monde, les sorciers, les prêtres et les guerriers des sociétés anciennes étaient capables d'entrer en transe par le chant, la danse ou le tambour. Dans cet état, certains se croient possédés par des esprits ou des animaux et se sentent capables d'accomplir des exploits inhumains extraordinaires. Peut-être ces personnes ont-elles vraiment un pouvoir, des facultés que nous n'avons pas. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a révélé que le lobe frontal du cerveau, la partie qui dirige le comportement conscient et rationnel, rapetisse lorsque les personnes entrent dans un état de transe. La personne filmée pourrait être dans un état psychologique similaire. Elle avance agressivement vers un véhicule car elle se croit invincible. La voiture continue à faire marche arrière et la silhouette continue à leur foncer dessus. Elle ne s'arrête pas. En Jordanie, 2 voyageurs sont attaqués par une femme aux allures démoniaques. Recule! Recule! L'historien militaire Craig Gottlieb pense que ces vêtements sont ceux d'une femme d'une tribu bédouine plutôt que ceux d'une sorcière. Pour lui, ce comportement agressif et ces cris pourraient être une réaction aux événements dont cette femme a été témoin dans les environs. Cette personne a incontestablement un comportement anormal, qui peut s'expliquer par le fait d'avoir vécu des événements traumatisants, comme par exemple avoir assisté aux horreurs de la guerre. Recule! Recule! Ça pourrait être lié au conflit que cette région a connu pendant des décennies. La guerre civile syrienne commence en 2011 dans la ville de Daraa, à seulement 16 km du lieu où ont été filmées ces images. La région devient rapidement le décor de conflits violents. Les témoins décrivent des meurtres, des passages à tabac et des actes de torture systématiques perpétrés par les forces de sécurité syriennes. Une grande partie de la ville est détruite et environ 650 000 réfugiés syriens fuient vers la Jordanie. Mais le bruit des combats est un effroyable et perpétuel rappel de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière pour ceux qui vivent dans les camps de réfugiés. La guerre peut avoir des effets psychologiques dévastateurs sur des personnes, tout ce qu'il y a de plus normal. Recule! Vite! Ce comportement extrêmement agressif est très bizarre et pourrait être le résultat d'une sorte de psychose. Les symptômes de la psychose sont variés, mais les personnes qui en souffrent peuvent facilement être surprises ou effrayées et manifester une colère explosive ou de la violence. S'agit-il d'une femme bédouine en pleine crise psychotique? Si c'est le cas, impossible de deviner ce qu'elle va faire. Après cet incident, la silhouette n'a jamais été revue. Quoi qu'ils aient rencontré sur cette route, les 2 hommes ont été profondément traumatisés. Ces images sont un rappel violent des horreurs qui sont tapies dans l'ombre lorsqu'on conduit sur des routes désolées. Recule! Recule! Recule!
Aussi loin que je me souviens, je voyais des défunts. Ça m'a comme fait un choc. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Je savais pas que la maison était à ce point-là hantée. Enfance paranormale, jeudi 19h30 à Canal T. Maintenant, l'océan Indien, à 100 km des côtes de l'Australie occidentale. Le 16 mars 2020. Une équipe de recherche scientifique explore le canyon de Cape Range qui s'étend sur 120 km. À 600 mètres sous leur navire, des caméras sous-marines filment une zone de l'océan jamais explorée auparavant. Soudain, les caméras haute définition capturent quelque chose d'incroyable. Une spirale bleue incandescente évolue juste là, dans les abysses. On dirait un tentacule translucide. On dirait une créature d'une autre planète. Elle est effrayante. On dirait qu'elle attend sa proie. L'énorme spirale rentre à peine dans le cadre de la caméra. Il est difficile de se faire une idée de l'échelle. Cette chose s'étend à perte de vue. L'analyse numérique révèle que l'entité en spirale mesure plus de 45 mètres. Plus d'un demi-terrain de football. Mais il ne s'agit pas d'un câble sous-marin mal fixé. Cette chose semble être organique. Si c'est vraiment une créature, que mange-t-elle pour être aussi grande? Eric Hovland, biologiste marin, se demande si la spirale ne serait pas le membre d'une énorme créature des profondeurs. Il pourrait s'agir d'un tentacule, un long, très long tentacule, tourbillonnant. Serait-ce les tentacules d'alimentation d'un calmar géant? Si c'est bien le cas, nous sommes face au reste d'un véritable monstre des profondeurs. Le plus grand calmar géant jamais répertorié par les scientifiques mesurait près de 13 mètres de long et pesait près d'une tonne. C'est une créature des profondeurs qu'il ne faut pas sous-estimer. Elle possède 10 tentacules, dont 2 dits d'alimentation encore plus longs, qui sortent et saisissent leur proie à l'aide de ventouses crochues et calleuses qui s'enfoncent dans la chair de la proie. Une fois que la proie est prise dans les tentacules, elle est attirée vers le calmar et c'est fini. Les marins ont toujours parlé des calmars géants comme de méchants krakens qui peuplent l'océan. Les pêcheurs racontaient que des navires entiers avaient été entraînés dans les profondeurs par ces énormes calmars. Rares sont ces monstres des profondeurs à avoir été vus, échouer sur les plages ou remonter accidentellement dans des filets. Pourtant, certains éléments indiquent qu'il pourrait y avoir des créatures gigantesques dans les profondeurs. Des marques sur le corps de cachalots suggèrent des combats féroces dans les abysses des océans, avec des calmars colossaux. Les cachalots sont des animaux énormes. Et en observant la taille de ces marques, on peut se faire une idée de la taille de l'animal qu'ils combattent. Hovland se demande si la caméra des scientifiques n'est pas tombée sur les restes macabres d'une des batailles les plus épiques de la planète. Un affrontement entre un énorme calmar géant et un cachalot. Est-ce que ça pourrait expliquer ce que je vois ici? Un tentacule aux proportions gigantesques. À 100 km des côtes australiennes, une caméra sous-marine tombe sur ce qui ressemble à un tentacule de 45 mètres de long. En l'analysant de plus près, le biologiste marin Greg Soulgit remarque que de petits filaments y sont accrochés. Ça nous indique qu'il s'agit probablement d'un siphonophore. Oubliez les dents de la mer. Ce géant est le nouveau monstre des profondeurs. La plupart des organismes se développent en un seul corps. Les siphonophores, eux, se clonent des milliers de fois pour créer un méga-monstre dont chaque partie a une fonction particulière.
Certains digèrent, d'autres se déplacent. Et ça donne cette sorte de super-organisme. Les clones sont reliés entre eux et forment une chaîne de la mort. Ils travaillent en équipe pour chasser et se nourrir. Et ils disposent d'une arme mortelle. Des millions de fils de pêche qui pendent dans l'océan, sur lesquels sont accrochés des millions d'hameçons, tous destinés à servir d'appât. Ces fils de pêche sont recouverts de petits dards assez puissants pour traverser la peau humaine et libérer une neurotoxine qui peut entraîner la paralysie et la mort. Le siphonophore a développé des astuces pour attirer les créatures vers leur mort. Celui-ci est bioluminescent. Sa lumière attire les proies vers un destin funeste. C'est un organisme qui forme une spirale géante, plate, gélatineuse, une sorte de gigantesque toile d'araignée de mer. Sauf que là, ce n'est pas l'araignée le prédateur venimeux, mais la toile elle-même. Ce n'est pas seulement la mort qui attend toute créature prise dans cette toile des profondeurs, mais une mort atroce. Leur manière de se nourrir est dégoûtante. Après avoir paralysé et tué leur proie, ils injectent un produit chimique dissolvant qui transforme le corps de leur victime en une sorte de soupe qu'ils aspirent en absorbant tous les nutriments. Imaginez que vous soyez piégé dans ces tentacules et qu'on vous injecte un produit chimique qui vous dissout de l'intérieur. Quelle mort horrible! En janvier 2019, plus de 1000 personnes ont été piquées par une colonie de siphonophores au large des côtes australiennes. Comme tous les Australiens, j'ai grandi avec la peur de me retrouver emberlificoté dans l'un d'eux. Des siphonophores beaucoup plus petits que celui-ci ont déjà tué des êtres humains. En 1987, en Floride, une femme est morte en quelques minutes après avoir été piquée par un siphonophore de 9 mètres de long. La créature gigantesque de la vidéo se trouve peut-être à 600 mètres de profondeur. Mais on sait que les siphonophores ont transformé certains de leurs tentacules en sacs de gaz, leur permettant de remonter à la surface où les proies sont plus abondantes. Un siphonophore géant, couvert de cellules urticantes et de sucs digestifs, donne un nouveau sens au terme « monstre des profondeurs ». La présence d'un énorme siphonophore à 100 km au large des côtes australiennes devrait inciter tous les plongeurs à réfléchir avant de se jeter à l'eau. S'il arrivait sur une plage, les touristes australiens seraient en grand danger. Si vous êtes pris au piège de cette chose, c'est la mort garantie. Il m'arrive de me dire que parfois, ça ne sert à rien d'aller titiller les mystères des profondeurs quand on sait que des organismes aussi effroyables sont tapis dans les abysses. Les gars, ils adorent ça. Il y a du son, il y a de l'action. Une job simple peut devenir un casse-tête. C'est un peu ça la beauté de la chose. Ça va péter. Fermont, mardi 19h30 à Canal D. Maintenant, nous voici à Nimodia, petit village du Rajasthan au nord-ouest de l'Inde. En janvier 2020, un enfant vient au monde. Les villageois affluent chez lui, non pas pour gazouiller et féliciter les parents, mais pour pousser des cris d'horreur. Oh! Oh! Oh mon Dieu! C'est quoi ce truc? Ça ressemble à un humain, mais extrêmement poilu. Il ne s'agit pas d'un singe. Je dirais que c'est un bébé très poilu. Nos ancêtres étaient sans doute aussi poilus. Les 5 millions de follicules pileux qui recouvrent notre corps ont donné naissance à une épaisse fourrure comme celle des chimpanzés. Mais au fur et à mesure de l'évolution, les poils recouvrant nos corps se sont clairsemés jusqu'à disparaître presque complètement. Mais tous les ADN n'ont, semble-t-il, pas reçu le mémo. Au 19e siècle, Jojo, le garçon à la tête de chien, était une célébrité du cirque de P.T. Barnum, le plus grand spectacle du monde.
Il souffrait d'une pilosité excessive, pathologie aujourd'hui appelée hypertrichose, mais qui à l'époque était connue sous le nom de syndrome du loup-garou. Sur scène, Jojo était contraint de grogner, de montrer les dents et même de mâcher de la viande crue sous les acclamations du public. En Inde, les enfants d'apparence différente ne sont pas traités comme des monstres, mais comme des dieux. De très nombreuses figures religieuses traditionnelles sont mi-animales, mi-humaines. Ganesh, par exemple, est à moitié éléphant. En 2015, les gens affluent pour vénérer une petite fille née avec une protubérance en forme de trompe entre les yeux. Ils la surnomment la femme de Ganesh. Est-il possible que les villageois ou les personnes qui vivent ici considèrent cette créature comme une sorte de dieu ou d'être supérieur? Mais lorsque la biologiste Karine Bondar consulte les registres locaux, elle découvre que ce bébé n'est pas né d'une mère humaine. Ce bébé est né d'une chèvre, mais ressemble à un humain. Son visage est plat. Il n'a pas de museau. Il a un menton et un front assez large. Il devrait s'agir d'une chèvre, mais il semble très humain. Pourquoi des animaux naissent-ils avec des visages humains? Dans un village en Inde, une chèvre naît avec un visage d'apparence humaine. Serait-ce un étrange mutant, fruit du croisement entre un humain et une chèvre? H.G. Wells, auteur visionnaire, a écrit L'île du Docteur Moreau en 1896, l'histoire d'un scientifique fou qui crée des hybrides animaux-humains. Shena Montanari cherche à savoir si quelqu'un tente de faire la même chose dans ce village indien isolé. Pour que deux espèces puissent s'accoupler avec succès, elles doivent idéalement avoir le même nombre de chromosomes. Par exemple, les chiens et les loups ont tous deux 78 chromosomes, ce qui signifie qu'ils peuvent être croisés. Il serait incroyablement difficile de croiser des humains avec des animaux, car même les chimpanzés, avec lesquels nous partageons 99% de notre ADN, ont 2 chromosomes de plus que nous, ce qui rendrait la descendance presque impossible. Alors, ne parlons pas des chèvres. Les chèvres ont 60 chromosomes et les humains 46. La différence est bien trop importante pour que les chèvres et les humains puissent être croisés. La biologiste Karine Bondar essaie de comprendre comment une chèvre peut autant ressembler à un humain. Cette chèvre semble bizarre car ses yeux sont sur l'avant de la tête, comme le seraient ceux d'un prédateur. Généralement, les yeux des chèvres sont situés des 2 côtés de la tête, ce qui leur permet de voir une grande partie du sol autour d'elles et de guetter les prédateurs. Bondar pense que cette chèvre souffre d'une malformation rare. Certains mammifères souffrent d'une malformation cérébrale appelée holoprosencéphalie, qui consiste en l'absence de séparation du cerveau en 2 hémisphères, ce qui fait que les yeux sont beaucoup trop rapprochés. Dans les cas extrêmes, cet état peut entraîner l'apparition d'un œil unique au milieu du visage. Un cyclope. Les historiens ont émis l'hypothèse que la créature légendaire de la mythologie grecque aurait été inspirée par une déformation similaire. Mais Ashanti Davis pense que le visage bizarre de la chèvre n'est pas une simple mutation aléatoire. Il existe nombre de substances nocives appelées tératogènes, qui ont un impact sur le développement et la croissance du fœtus. Shena Montanari étudie la région à la recherche d'éventuels tératogènes, ces substances toxiques qui provoquent des malformations congénitales. Elle découvre que l'agriculture intensive pratiquée en Inde pourrait être en cause. L'Inde a beaucoup de bouches à nourrir. C'est le 2e pays le plus peuplé au monde après la Chine, ce qui exerce une forte pression sur l'agriculture. Les agriculteurs fertilisent donc leurs champs à l'excès afin d'obtenir un rendement maximal. Chaque année, l'Inde épand 50 millions de tonnes d'engrais chimiques sur ses cultures. L'excédent d'azote s'écoule dans les cours d'eau et il est consommé par les communautés locales. Les produits chimiques à base d'azote et de nitrate provoquent un développement anormal du fœtus et, dans certaines régions, passent dans les réserves d'eau en quantité bien supérieure aux limites de sécurité. Il est probable que l'excès d'azote soit à l'origine de la malformation de cette chèvre. Mais ce à quoi la chèvre est exposée, les humains le sont aussi.
En essayant de mieux nourrir sa population, il se pourrait que l'Inde l'empoisonne. La chèvre au monstrueux visage est soignée et vénérée comme un avatar des dieux hindous par les villageois locaux. Mais plus qu'un dieu, il pourrait bien s'agir d'un prophète de malheur qui symbolise les ravages potentiels des engrais chimiques sur les populations. Les tératogènes nocifs sont hélas très présents dans notre environnement. Et les conséquences pour les générations futures seront catastrophiques. Cet hiver, des phénomènes paranormaux. Commençant à entendre des voix. Des défis colossaux. T'as pas le droit à l'erreur. Des conditions alarmantes. Ça passe ou ça casse. Canal D, 30 ans à tout découvrir. Maintenant, nous voici à Kansas City, dans le Missouri. Le 23 janvier 2019. Dans une banlieue tranquille, une caméra d'interphone filme la rue enneigée. C'est un quartier paisible, tranquille. Et tout à coup, boum! Il y a une explosion en plein milieu de la rue. À quelques mètres des maisons, un véhicule prend mystérieusement feu. Waouh! C'est complètement dingue. C'est fou de voir à quelle vitesse cette voiture se désintègre. Elle est passée de rien à une boule de feu. Puis, le véhicule en flammes recule et dévale la colline en direction des maisons. On dirait une boule de feu qui roule dans la rue. La situation devient vite incontrôlable. Mais il ne s'agit pas d'un véhicule ordinaire. Ashanti Davis en analyse les dimensions et découvre qu'il s'agit d'un type de véhicule que l'on voit dans toutes les rues des États-Unis. La forme et la taille de cette fourgonnette sont assez familières. Elle a une forme très carrée et une partie avant très particulière. En fait, il s'agit d'une fourgonnette du service postal américain. Tracy Walder, ex-agent de la CIA, pense que ce brasier pourrait être causé par un type de colis que personne ne souhaite recevoir. Toutes sortes d'objets suspects sont envoyés par la poste, dont certains mortels. L'explosion initiale est rapide. Ça indique qu'il s'agit d'un engin incendiaire ou d'une bombe. En 1919, des anarchistes ont envoyé par la poste 36 engins explosifs à des hommes politiques à travers tout le pays. Et depuis, l'envoi des colis piégés n'a pas diminué. Mark Condit est un jeune homme de 23 ans déscolarisé. En 2018, il sème la terreur dans les rues d'Austin, au Texas. Ces 5 colis piégés artisanaux tuent 2 personnes et en blessent 5 autres en l'espace de 3 semaines. Il sera finalement identifié par la caméra de vidéosurveillance d'un magasin. S'ensuivra une course-poursuite avec la police sur l'Interstate 35. Au moment de son arrestation, Mark Condit se fera exploser. Imaginez que l'objet à l'origine de cette explosion vous a été envoyé par la poste. La menace de ce genre d'envoi est tellement élevée que la poste américaine emploie une équipe à plein temps pour surveiller les colis, à la recherche d'explosifs et d'armes biochimiques. Les paquets ayant une forme étrange, ceux sur lesquels il n'y a pas d'adresse de retour et même les noms mal orthographiés sont des signaux d'alarme. S'agit-il d'un colis piégé qui a explosé avant d'atteindre sa cible? Une fourgonnette postale s'enflamme spontanément dans une rue de Kansas City. Liberty Vittert, journaliste scientifique, isole et analyse le son des images et remarque un bruit inhabituel. Juste avant l'explosion, on entend une sorte de crissement. Je pense que c'est le moteur qui s'emballe, ou les roues qui patinent alors que la fourgonnette s'efforce de remonter la rue enneigée. Cette explosion peut-elle être attribuée à la fourgonnette elle-même ou à un problème de conception ou de fabrication?
L'ingénieur Nick Householder découvre que la flotte des fourgonnettes de l'USPS, le service postal des États-Unis, est totalement obsolète. Le véhicule à longue durée de vie, connu sous le nom de LLV, a été sélectionné en 1987 après un test de durabilité de 40 000 km. Ces fourgonnettes contribuent à la distribution de 48% du courrier mondial, soit plus de 170 millions d'envois par jour. Plus de 140 000 LLVI sont encore en service. Et certains d'entre eux accusent le poids des ans. Selon des rapports officiels, depuis 2017, plus d'une centaine de fourgonnettes postales auraient pris feu spontanément, sans qu'un accident en soit la cause. Ces feux se sont produits dans des climats chauds et froids. Ils se sont déclarés dans le compartiment de la batterie, dans la pompe à carburant et dans le tableau de bord. Celui-ci a probablement été causé par des éclats de pneus qui ont touché le moteur, alors que le conducteur tentait d'accélérer pour gravir la rue enneigée. Le facteur s'en sortira indemne. Quand les pompiers arrivent sur les lieux à Kansas City, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est empêcher le feu de se propager aux bâtiments voisins. La fourgonnette vieille de 30 ans et le courrier qu'elle transportait sont détruits. Ça donne un tout nouveau sens à l'expression « livraison spéciale ». C'est parti! C'est au capitaine de dire à des hommes de sortir sur le pont et d'y risquer leur vie. Accrochez-vous! Je commets peut-être une terrible erreur. Péril en haute mer. Mardi 22h, à Canal D. À présent, nous survolons la Colombie, en Amérique du Sud. Nous sommes le 1er janvier 2020. César Murillo Pérez est aux commandes d'un A320 d'une capacité de 180 personnes. Soudain, il aperçoit un objet volant s'approchant de son avion à toute vitesse. Imaginez que vous soyez assis dans un avion et que vous voyez cet objet bizarre se diriger vers vous à toute allure. On dirait une balle de golf métallique volant à travers les nuages. L'objet n'a pas de réacteur, aucun combustible ne s'en échappe, pas d'aile, pas de queue. Cet objet ne devrait même pas pouvoir voler. Et pourtant, il est là, à 9000 mètres d'altitude. Les avions de ligne sont censés voler dans des couloirs rigoureusement contrôlés. Voir un tel objet devant son hublot, ça doit être extrêmement choquant. Pérez vérifie son radar. Mais ce qu'il voit ne fait qu'épaissir le mystère. Le radar ne signale rien. Pourtant, cette chose est bien là. Voilà ce que j'appelle un vrai ovni. Je vois un objet volant et j'ignore totalement ce que c'est. Connor McCourt passe les images dans un logiciel d'amélioration. Je zoome dans l'image pour mieux voir cet objet. Il y a 1, 2, 3, 4 coins. Ça ressemble à un cube. Il a une coque réfléchissante qui pourrait être métallique. Je ne vois ni aile, ni moteur, ni autre dispositif mécanique qui pourrait le propulser dans l'air. Et ce n'est pas un ballon. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un ballon, car ils sont généralement conçus pour aller à des altitudes beaucoup plus élevées, et ils ont plutôt la forme d'une goutte d'eau lorsqu'ils tirent une cargaison dans l'atmosphère. Rien n'indique que cet objet devrait voler. Il devrait tomber comme une pierre sur la Terre. Un mystérieux objet est repéré par un pilote de ligne à 9000 mètres au-dessus de la Colombie. L'historien Craig Gottlieb trouve d'autres témoignages faisant état d'objets volants qui, comme ce cube, semblent défier les lois de la physique. En 2017, des journalistes ont publié des images capturées par des pilotes de la marine montrant des phénomènes aériens non identifiés qui avaient fuité. En 2004, le porte-avions USS Nimitz patrouille au large de San Diego. Il repère un objet non identifié sur son radar. Des avions de chasse sont envoyés sur place. Ce qu'ils découvrent est stupéfiant.
Un des pilotes a vu un objet en forme de petite gélule près de la surface de l'eau. Il est juste suspendu là, sans aucun moyen visible de portance ou de poussée. Si ça avait été un hélicoptère ou un avion à décollage vertical, il y aurait eu un énorme nuage de gaz chaud qui s'en serait échappé. Mais on ne voit rien sur les images. Et il effectue des manœuvres qui mettraient en pièces un avion normal. Et tout à coup, il décolle verticalement. Il accélère très rapidement. Il passe de 0 à quelque chose comme 1300 km/h. Plus même 1600 km/h en une seconde. Un humain ne survivrait pas à un tel nombre de jets. En 2015, un objet similaire est à nouveau repéré, cette fois au large de la côte est américaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend la voix du pilote. Il est stupéfait. Mon Dieu! Il va contre le vent. C'est un vent d'ouest. C'est quoi ce truc? Il tourne sur lui-même. Le Pentagone confirme l'authenticité des images, mais ignore ce que pourrait être cet objet. Si les gouvernements diffusent des images authentiques d'OVNI et qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, alors il faut s'inquiéter. Les États-Unis reconnaissent aujourd'hui l'existence d'OVNI tel que celui filmé par le pilote colombien. Mais l'idée qu'il pourrait s'agir de vaisseaux spatiaux extraterrestres pourrait être un écran de fumée entretenu par l'armée. Certains prétendent que le Pentagone crée ce battage médiatique autour des OVNI pour cacher d'autres choses et éviter que les gens soient au courant des projets spéciaux. Des projets spéciaux qui pourraient changer la vie sur Terre telle que nous la connaissons. Depuis des années, des théories circulent sur le développement de la technologie de l'antigravité. La gravité est une force invisible qui attire les petits objets vers les plus grands. C'est elle qui maintient les planètes en orbite autour du Soleil et qui, sur Terre, maintient les objets au sol. Les avions et les oiseaux peuvent vaincre cette force grâce à la portance et à la poussée. Mais finalement, tout ce qui monte finit par redescendre. Et si ce n'était pas le cas, les scientifiques pourraient-ils découvrir un moyen de protéger un objet de la force de gravité? En d'autres termes, créer un dispositif antigravité? Ça semble incroyable, mais l'armée américaine cherche à exploiter la technologie de l'antigravité depuis plus de 70 ans. Les retombées de la technologie antigravité seraient énormes. Des villes entières pourraient être suspendues dans les airs ou enfouies sous les eaux. La conception et l'agencement des bâtiments seraient modifiés de manière inimaginable. Là, on parle de science-fiction. L'historienne Amy Shira Teitel a découvert des preuves que le monde théorique de l'antigravité commence secrètement à passer à la pratique. Dans les années 90, la physicienne Ning Li publie ses travaux. Elle affirme avoir découvert le moyen de contrer les effets de la gravité. Selon la théorie du docteur Ning Li, si un champ magnétique était appliqué à des ions supraconducteurs piégés dans une structure en treillis, ceux-ci se mettraient à tourner rapidement et créeraient un champ gravitationnel, contrecarrant ainsi l'attraction gravitationnelle de la Terre. Elle prétend donc pouvoir créer un champ gravitationnel. La technologie de l'antigravité permettrait à des engins de se déplacer d'une manière jusqu'ici impossible. Il pourrait ressembler à l'objet filmé par le pilote survolant la Colombie. En 2001, le Dr Lee reçoit un demi-million de dollars du Pentagone pour poursuivre ses recherches. En 2003, elle annonce une découverte capitale. Elle a envoyé un courriel à ses collègues. Elle leur annonce qu'elle a réussi à trouver le moyen de créer des effets anti-gravité et qu'elle est très enthousiaste. Ning Li a-t-elle découvert quelque chose que le gouvernement américain voulait garder secret?
Est-ce qu'il s'agirait d'une sorte d'avion expérimental? Si le gouvernement américain a connaissance de l'existence de ces engins défiant les lois de la gravité qui survolent le ciel des Amériques... C'est quoi ce truc? Il ne l'avoue pas. Ces images le prouvent. Il se passe dans le ciel des choses que nous ignorons.